Autour de l'île de Vassilevski s'étendait à une vaste mer le monde. Là-bas, il y avait eu la guerre, puis la révolution. Mais dans la chaufferie de Trofim Ivanitch, la chaudière continuait de vrombir. Le manomètre indiquait toujours 9 atmosphères. Seul le charbon avait changé. Avant, c'était du Cardiff. Désormais, c'était du Donetsk. Le Donetsk s'effritait. Sa poussière noire s'insinuait partout, pas moyen de s'en débarrasser. On eût dit que cette poussière avait discrètement enveloppé l'intérieur même de la maison. Ainsi, en apparence, rien n'avait changé. Ils vivaient toujours tous les deux, sans enfants. Sofia, bien qu'elle eût près de 40 ans, conservait un corps d'oiseau, ferme et léger, et ses lèvres, qui semblaient closes à jamais pour tout autre que lui, s'ouvraient encore la nuit pour Trofim Ivanitch. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Quoi? Ce n'était pas encore clair. Cela ne s'était pas encore matérialisé en mots. Ce fut plus tard, à l'automne, que ces mots furent prononcés pour la première fois, un jour que Sofia consigna dans sa mémoire. C'était dans la nuit du samedi, le soir où les eaux de la Neva avaient monté. Au cours de la journée, un conduit d'eau de la chaudière de Trofim Ivanitch avait éclaté. Il avait fallu aller chercher une pièce de rechange à l'atelier de mécanique. Trofim Ivanitch n'y était pas venu depuis longtemps. Quand il entra, il crut s'être trompé d'endroit. Autrefois, l'atelier remuait, bourdonnait, tintait, chantait, comme si le vent jouait dans les feuilles d'acier d'une forêt d'acier. À présent, c'était l'automne sur la forêt. Les courroies de transmission tournaient à vide. Seules 3 ou 4 machines marchaient au ralenti. Une rondelle faisait entendre un grincement monotone. Trofim Ivanitch fut saisi de malaise, comme quand on se tient au-dessus du vide devant quelque fosse creusée dans un but inconnu. Il s'en retourna bien vite chez lui à la chaufferie. Le soir, il rentra à la maison toujours en proie au même malaise. Il dîna et s'allongea un moment pour se reposer. Quand il se releva, c'était passé, oublié. Il ne restait plus qu'une sorte de rêve ou de clé égarée, mais quel rêve! Et la clé de quoi? Impossible de se le rappeler. Cela ne lui revint qu'au cours de la nuit. Toute la nuit, le vent de la côte avait battu la fenêtre, ébranlant les vitres. Les eaux de la Neva montaient. Et comme relié à elle par des veines souterraines, le sang montait lui aussi. Sofia ne dormait pas. Trofim Ivanitch trouva à tâtons ses genoux dans l'obscurité et resta longtemps assis avec elle. Pourtant, même là, quelque chose n'allait pas. Il y avait comme un vide. Il restait allongé, les vitres tintaient, monotones sous l'effet du vent. Soudain, il se souvint. La rondelle, l'atelier, les courroies tournant à vide. « Voilà, c'est ça !» déclara-t-il à voix haute. « Quoi donc ?» lui demanda Sofia. « Tu ne fais pas d'enfant. Voilà quoi. » Et Sofia comprit elle aussi. Oui, c'était bien ça. Elle comprit également que, si elle ne concevait pas un enfant, Trofim Ivanitch la quitterait. Pendant la nuit, vers le matin, la porte s'ouvrit à la volée. Sofia sortit en courant. Elle savait que c'était fini, sans retour. Sanglotant fortement, elle courut vers le champ de Smolensk. Quelqu'un dans les ténèbres faisait brûler des allumettes. Elle trébucha, tomba, ses mains atterrirent dans quelque chose d'humide. Le jour se levait, et elle vit ses mains couvertes de sang. « Eh bien, pourquoi cries-tu » l'interrogea Trofim Ivanitch. Sofia se réveilla. Le sang était bien réel, mais il s'agissait, comme toujours,
de son sang de femme. Avant, c'était seulement des jours où elle marchait péniblement, où les jambes lui gelaient, où elle se sentait sale. Mais à présent, chaque mois, il lui semblait qu'on la jugeait. Elle attendait que le verdict tombe. Quand ces jours-là approchaient, elle ne dormait pas. Elle avait peur et hâte en même temps. Si ça ne venait pas cette fois, si elle était... Mais rien ne se produisait. Il y avait en elle une fosse, vide. Elle l'avait remarqué plus d'une fois. La nuit, lorsque dans un murmure elle appelait penaude Trofim Ivanic, pour qu'il se tourne vers elle, il faisait parfois semblant de dormir. Alors, Sofia rêvait de nouveau qu'elle était seule dans les ténèbres à courir vers le champ de Smolensk. Elle criait à voix haute, et le matin ses lèvres étaient encore plus serrées qu'à l'accoutumée. Pendant la journée, le soleil décrivait ses rondes, implacables autour de la terre, comme un oiseau. Les murs étaient devenus si fins que par un matin d'avril, on entendit clairement les cris des enfants dans la cour. « Attrapez-la! Attrapez-la » Sofia savait de qui il parlait. Il s'agissait de Ganka, la fille du menuisier qui habitait au-dessus de chez eux. Il était malade, sans doute du typhus. Sofia descendit dans la cour. La tête rejetée en arrière, poursuivie par 4 petits voisins, Ganka piquait droit sur elle. Quand elle aperçut Sofia, elle se retourna dans sa course pour leur lancer quelque chose et s'avança seule, l'air grave, vers Sofia. Elle sentait le chaud et elle haletait. Sa lèvre supérieure, ornée d'un petit grain de beauté noire, frémissait. Quel âge peut-elle avoir? 12, 13 ans, se demanda Sofia. Elle était mariée depuis le même nombre d'années. Ganka aurait pu être sa fille, mais elle lui était étrangère. Elle lui avait été volée à elle, Sofia. Soudain, quelque chose se noua dans son estomac, lui remonta jusqu'au cœur, et elle la prit en horreur, cette Ganka, avec son odeur et son grain de beauté noire sur sa lèvre frémissante. La doctoresse est venue voir mon père. Il a perdu connaissance, déclara la fillette. Ses lèvres se mirent à trembler, et elle baissa la tête comme pour ravaler ses larmes. Aussitôt, Sofia fut élancée de honte et de pitié. Elle prit la petite par la tête et l'attira contre elle. Ganka eut un sanglot, se dégagea et se précipita vers un recoin sombre de la cour. Les autres la suivirent furtivement. Avec ancrée en elle sa douleur comme la pointe cassée d'une aiguille, Sofia se rendit chez le menuisier. À droite de la porte, près du lavabo, la doctoresse se lavait les mains. Elle avait une forte poitrine et un nez retroussé chaussé d'un lorgnon. « Alors, comment va-t-il » s'enquit Sofia. « Il passera la nuit » répondit gaiement la doctoresse. « Ensuite, on aura du travail, vous et moi. »« Du travail? Comment ça? Comment ?»« Eh ben, un homme de moins, ça veut dire qu'il va nous falloir faire plus d'enfants. Vous en avez combien, vous ?»« Moi, je n'en ai pas. » Sofia peinait à desserrer les lèvres. Le menuisier mourut le lendemain. Il était veuf, il n'avait personne. Ganka était assise sur son lit, muette et voûtée sur ses pauvres jambes maigres et nues. Elle avait sur les genoux un morceau de pain noir auquel elle n'avait pas touché. Sofia redescendit. Il fallait vite préparer à dîner. Trofim Ivanic n'allait pas tarder. Quand tout fut prêt, alors qu'elle commençait à mettre la table, le ciel assombri, incertain, se perça d'une étoile triste et isolée. Là-haut, la porte n'arrêtait pas de claquer. Sans doute que les voisines avaient fini à rentrer chez elles, laissant Ganka assis sur son lit, son quignon sur les genoux. Trofim Ivanic arriva. Debout à côté de la table, large et courteau, il paraissait enfoncé dans la terre jusqu'aux chevilles.
Le menuisier est mort, l'informa Sofia. Ah, fit Trofim Ivanitch, en sortant de son sac un pain. Le pain était plus rare et moins habituel que la mort. Il se pencha, trancha la miche avec précaution, et Sofia, pour la première fois depuis toutes ces années, remarqua son visage tanné, ravagé par les ans, sa tête de tzigane toute striée de blanc comme saupoudrée de sel. Oh, non, il n'y en aura pas, il n'y aura pas d'enfant, cria son cœur désespéré. Mais quand Trofim Ivanitch rompit un morceau de pain, Sofia se retrouva instantanément à l'étage. Là-haut, son quignon sur les genoux, Ganka était assise toute seule sur son lit. Et Sofia se surprit à proposer « Trofim Ivanitch, recueillons la petite Ganka du menuisier, qu'elle soit... » Elle ne put continuer. Trofim Ivanitch la considéra avec étonnement. Puis, à travers la poussière de charbon, les mots le pénétrèrent. Et il se mit à sourire, lentement, aussi lentement qu'il avait déployé les pans de son sac à pain. Quand il eut déployé son sourire en entier, ses dents scintillaient, son visage était changé, et il dit « Quelle bonne idée, Sofia! Ramène-la donc ici, il y a bien assez de pain pour 3. » Dès cette nuit, Ganka coucha chez eux, dans la cuisine. Sofia, allongée, l'entendait se retourner, là-bas, sur son banc. Puis son souffle se fit peu à peu régulier. « Maintenant, tout ira bien, » se dit Sofia. Et elle s'endormit. À l'usine, la chaudière fonctionnait toujours au charbon de Donetsk. Mais Trofim Ivanitch se rasait maintenant la barbe, et la poussière de charbon se lavait aisément. Il n'avait plus été glabre depuis longtemps, depuis des années avant son mariage. Et voilà qu'il semblait revenu en ces années-là. Parfois même il riait comme alors, et ses dents étincelaient comme les touches d'un accordéon. Ganka était là. Elle achevait à présent sa scolarité. Ganka ne se montrait bavarde et gaie qu'avec Trofim Ivanitch. Quand elle se retrouvait seule avec Sofia, elle se taisait, allumait le poêle, lavait la vaisselle ou parlait au chat. Parfois seulement, elle tournait lentement vers Sofia ses yeux verts et fixait sur elle un regard attentif, en pensant clairement quelque chose. Mais quoi? Sofia enfilait une veste, un épée fichu, et elle partait au magasin, à l'église ou tout bonnement dans la pénombre de la perspective Mali, n'importe où, pourvu qu'elle ne se retrouvât pas seule avec Ganka. Elle longeait les caniveaux noirs de gel, les clôtures de tôle ondulées, et c'était en elle l'hiver, le vide. Le printemps fut tardif cette année-là. Le lundi de Pentecôte, les feuilles des arbres commençaient tout juste à pousser. Les bourgeons palpitaient d'un frisson invisible, frémissaient avant d'éclore. Le soir était clair, incertain. Les hirondelles quadrillaient le ciel. Tendue comme les bourgeons dans les arbres, Sofia rentra chez elle. La clé n'était pas dehors, et la porte était fermée. Trofim Ivanitch et Ganka avaient dû aller se promener, et ne seraient probablement pas de retour avant 11 heures. Sofia elle-même leur avait dit qu'elle ne reviendrait pas avant 11 heures. Fallait-il monter les attendre chez la voisine? À l'étage vivait désormais Pelageia et son mari le cocher. Par la fenêtre ouverte, on l'entendait parler à son enfant. Do, do, l'enfant, do, l'enfant, la. Non. Décidément, Sofia n'avait à ce moment pas la force de la voir avec son enfant. Elle s'assit sur les marches de bois. Le soleil était encore haut. Quelque part s'élevait une odeur de pain noir, juste sorti du four. Sofia se rappela que dans la cuisine, les spagnolettes de la fenêtre étaient cassées. Et Ganka avait dû oublier d'attacher la fenêtre, elle l'oubliait toujours. On pourrait donc l'ouvrir du dehors et se glisser à l'intérieur.
Sofia fit le tour de la maison. De fait, la fenêtre n'était pas attachée. Sofia l'ouvrit sans peine et se glissa dans la cuisine. Elle pensa, n'importe qui pourrait entrer, peut-être était-ce déjà fait. Elle crut entendre un bruissement dans la pièce voisine. Sofia se tint coite. Pas un bruit, hormis le tic-tac de la pendule au mur qui résonnait jusqu'en elle. Sans bien savoir pourquoi, elle se mit à marcher sur la pointe des pieds. Sa jupe se prit dans la planche à repasser qui était appuyée contre la porte et elle se renversa à grand fracas. Aussitôt retentit dans la chambre le piétinement de pieds nus. Sofia poussa un petit cri, recula vers la fenêtre. Il fallait se sortir de là, appeler à l'aide. Elle n'en eut pas le temps. Dans l'encadrement de la porte, apparut Ganka, pieds nus, vêtue en tout et pour tout d'une chemise rose au tissu chiffonné. Ganka se figea, fixant Sofia, la bouche ouverte, les yeux ronds. Puis se crispant comme un chat qu'on cherche à capturer, elle lança « Trofim Ivanic !» et regagna prestement la chambre. Sofia ramassa la planche à repasser, la remit à sa place et s'assit. Elle n'avait plus rien, ni bras, ni jambes, seulement son cœur, cet oiseau qui tombait en tourbillonnant. Presque aussitôt après, Trofim Ivanic parut. Il était habillé. Manifestement, il n'avait pas retiré ses vêtements. Il se dressait au milieu de la cuisine avec sa grosse tête, sa carrure épaisse, ses jambes courtaudes comme plantées dans la terre jusqu'aux genoux. Tu rentrais plus tôt que prévu, bredouilla-t-il, consterné. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Articula-t-elle à grand-peine sans regarder Trofim Ivanic. Trofim Ivanic se couvrit de rides, se terra dans un repli profond de lui-même et demeura silencieux une minute. Puis, arrachant ses jambes à la terre, racines comprises, il retourna dans la chambre où Ganka, rhabillée, faisait claquer les talons de ses bottines. Dans le monde, tout continuait comme avant. Il fallait bien vivre. Sofia prépara le dîner. C'était Ganka, comme d'habitude, qui distribuait les assiettes. Quand elle apporta le pain, Trofim Ivanic se retourna et sa tête heurta la miche qui lui tomba sur les genoux. Ganka pouffa. Sofia leva les yeux vers elle et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, elles se toisèrent d'une façon tout à fait inédite. Sofia sentit quelque chose s'élever en elle du creux de son ventre, lentement, rondement, qui montait toujours plus brûlant, plus rapide, plus haut. Son souffle s'accéléra. Elle ne supportait plus la vue de Ganka, de sa frange châtain, de son grain de beauté noire au-dessus de la lèvre. Il fallait qu'elle hurle à présent, ou qu'elle fasse quelque chose. Elle baissa les yeux. Ganka ricana. Après le dîner, Sofia lavait les assiettes, tandis que Ganka les essuyait avec une serviette. Ça n'en finissait pas. Ce fut, peut-être, le moment le plus pénible de la soirée. Ensuite, Ganka alla se coucher dans la cuisine. Sofia entreprit de faire le lit. En elle, tout bouillait, tout se bousculait. Trofim Ivanic, fuyant son regard, lui dit « Fais-moi mon lit sur le banc près de la fenêtre. » Sofia obéit. La nuit, quand elle cessa de se tourner et de se retourner, elle entendit Trofim Ivanic se lever et rejoindre Ganka dans la cuisine. Pendant la journée, de gros nuages de pluie s'amassaient fréquemment, se faisaient menaçants. Le ciel au-dessus était comme une vitre verte pouvant céder à tout instant, faisant éclater et déferler l'averse. Mais les nuages se dispersaient sans un son. La nuit, la vitre se faisait plus épaisse, plus impénétrable, plus étouffante. Nul ne les entendait, qui respiraient chacun à leur façon.
L'une, la tête enfoncée sous l'oreiller pour ne rien entendre, et les deux autres, entre leurs dents serrées, du halètement avide et brûlant d'un gicleur de chaudière. Au matin, Trofim Ivanic partait à l'usine. Ganka avait terminé l'école, elle restait à la maison avec Sofia. Mais elle était très distante de Sofia, comme Trofim Ivanic d'ailleurs, et comme tous ceux qui l'entouraient. Sofia les voyait et les entendait depuis un lieu très reculé. De là, elle disait à Ganka, sans desserrer les lèvres, « Balaye la cuisine, rince le millet, coupe du petit bois. » Et Ganka balayait, rinçait, coupait. Sofia entendait les coups de hache et savait que c'était de Ganka, bien sûr, qu'ils provenaient. Mais tout cela était très lointain. Elle ne le voyait pas. Ainsi passa l'été, vitreux, aride, pesant de ses nuages secs. Et l'automne s'ensuivit, tout aussi sec. Par un jour de ciel bleu et d'une chaleur étonnante pour la saison, dès le matin, le vent se mit à souffler de la mer. Par sa fenêtre close, Sofia entendit le bruit rond et assourdi d'une déflagration, rapidement suivi d'une deuxième, et d'une troisième. Ce devait être l'eau de la Neva qui montait. Sofia se trouvait seule, Ganka et Trofim Ivanic étaient absents. De l'étage, Pelageia a couru hors d'haleine. « Eh ben quoi, t'es folle? Ne reste pas planté là, la Neva a débordé, elle va tout inonder. » Avec l'aide de Pelageia, Sofia transporta rapidement à l'étage la literie, les vêtements, les vivres et les chaises. Sofia alla jeter un coup d'œil par la fenêtre. La place de la rue déferlait à présent une eau verte, à la surface grêlée par le vent. Il y tournoyait lentement une table, surplombée d'un chat blanc, taché de roux, la gueule béante. Il devait miauler. Sans la nommer, Sofia pensa à Ganka, et son cœur s'emballa. Tout à coup, Pelageia et Sofia entendirent des voix dans la cour. Elles se ruèrent à la fenêtre de la cuisine. Parmi le petit bois flottait dans la cour une barque, avec à son bord deux inconnus, et Trofim Ivanic, tête nue. Trempé jusqu'à la taille, il déboula dans la cuisine. Il dégoulinait d'eau, mais ne semblait pas s'en rendre compte. « Où elle est ?» interrogea-t-il. « Elle est sortie ce matin, » répondit Sofia. Pelageia avait compris elle aussi de qui il était question. « Ah, je l'avais bien dit à Sofia, hein, et voilà le résultat. Elle doit flotter quelque part. » Trofim Ivanic déclara « J'y vais. » Mais il n'alla nulle part. La porte s'ouvrit, découvrant Ganka sur le seuil. Sa robe le collait à la poitrine, aux genoux. Elle était trempée de la tête aux pieds, mais ses yeux pétillaient. Lentement, Trofim Ivanic se fendit d'un mauvais sourire, tout tendant. Il s'avança vers elle, l'empoigna par le bras et l'entraîna dans la cuisine, en prenant soin de refermer la porte sur eux. On l'entendit grommeler quelque chose entre ses dents, puis se mettre à battre Ganka. Plus tard, elle s'arrosa longuement d'eau et reparut dans la chambre en secouant sa frange, à nouveau gaie. Pelageia lui fit sa couche dans un débarras derrière une cloison et installa le lit de Trofim de Sofia sur un banc dans la cuisine. Ils restèrent seuls tous les deux. Trofim Ivanic éteignit la lampe. Sofia se déshabilla, puis Trofim Ivanic se dévêtit à son tour. Une fois couchée, Sofia ne pensait qu'à une chose, pourvu qu'il ne remarque pas qu'elle tremblait. Trofim Ivanic ne remuait pas, on ne l'entendait pas, mais il ne dormait pas, Sofia le savait. Quand il dormait, il faisait toujours un bruit de succion, comme les enfants qui têtent. Et elle savait aussi pourquoi il ne dormait pas. Ici, il lui était impossible de rejoindre Ganka. Sofia ferma les yeux, serra les lèvres et se contracta pour ne penser à rien. Quand enfin sa respiration se fit régulière et qu'il se mit à téter dans son sommeil, comme les enfants, Sofia rouvrit les yeux. Elle avait envie de le caresser, comme un enfant, mais elle ne pouvait pas. Elle n'osait pas. Ainsi passèrent les nuits 3 semaines durant, pendant que séchait leur appartement. Tous les matins avant le travail, Trofim Ivanic y descendait une demi-heure réparer ceci ou cela.
Un beau jour, il en remonta tout joyeux, plaisanta avec Pélagéa, et Sophia remarqua que des yeux elle suivait Ganka, penché sur son balai. En sortant, il dit à Sophia, « Rapporte tout en bas, il est temps, tout est prêt. » Puis à Ganka, « Fais chauffer les poêles, n'épargne pas les bûches, qu'on est bien chaud ce soir. » Sophia comprit, pas ce soir, mais cette nuit. Elle ne dit rien, ne leva pas les yeux. Seules ses lèvres frémirent, comme la peau du lait qui se fronce quand elle est bien prise. Le cocher, le mari de Pélagéa, aida Sophia et Ganka à rapporter rapidement leurs affaires en bas. Sophia allait de nouveau se retrouver seule la nuit. Là-haut, lui semblait-il, ça avait été le bonheur. La nuit, elle entendait son souffle. Il n'allait pas avec elle, avec l'autre. Il n'était à personne, alors qu'à présent, aujourd'hui, dès aujourd'hui... Ganka était sortie couper du petit bois. Sophia se tint immobile, le front contre la fenêtre. Le verre tintait, le vent hurlait. Dans le ciel défilaient des nuages gris et bas, des nuages de la ville, des nuages de pierre, comme s'ils étaient revenus, les nuages étouffants de l'été que pas un orage n'avait crevé. Sophia sentit que ces nuages ne se trouvaient pas dehors, derrière la fenêtre, mais en elle. Ils s'y entassaient comme des pierres, les uns sur les autres, depuis déjà des mois, et pour ne pas suffoquer sur le champ, il fallait réduire quelque chose en miettes, ou bien fuir cet endroit ou hurler à plein poumon. Sophia entendit Ganka entrer, vider par terre son sac de petits bois et commencer à en remplir le poêle. La fenêtre vibra, comme si un cœur battait à l'extérieur. C'était le canon. À nouveau chassée par le vent, l'eau tendait les veines bleues de la Neva. Sophia ne broncha pas, ne se retourna pas, afin de ne pas voir Ganka. Soudain, Ganka se mit à chantonner d'une voix nasillarde. Ça n'était encore jamais arrivé auparavant. Sophia lui jeta un coup d'œil furtif. Ganka avait lâché la hache. Accroupie, elle taillait un bout de bois avec son couteau. Ses genoux ronds, largement écartés, tressaillaient sous ses jupes. Sa frange tressaillait sur son front. Sophia voulait en détacher son regard, mais elle n'y parvenait pas. Lentement, péniblement, Sophia s'approcha de Ganka. Ganka était tout échauffée par son travail. Sophia respira l'odeur chaude, suave de sa transpiration. C'est la même qu'elle dégageait aussi sans doute la nuit. Et à peine eut-elle senti cette odeur, du fond de son ventre quelque chose s'éleva en elle, éclaboussa son cœur et la submergea. Elle voulut se retenir à quelque chose, mais elle était emportée, comme les morceaux de bois dans la rue ou le chat sur la table. Machinalement, soulevée par la houle, elle s'empara de la hache qui gisait sur le sol, sans savoir pourquoi. À nouveau, le canon cogna à la fenêtre, comme un cœur puissant. Sophia vit qu'elle avait la hache à la main. « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui me prend ?» s'écria en elle-même une Sophia désespérée, tandis qu'une autre abattait le plat de la hache sur la tempe et la frange de Ganka. Elle ne poussa pas un cri. Sa tête bascula simplement entre ses genoux, puis toujours accroupie. Elle s'écroula mollement sur le flanc. Sophia lui donna encore quelques coups du tranchant de la hache, rapidement, avidement. Devant le poêle, le sang gicla sur la lame d'acier, et c'était comme si ce sang jaillissait d'elle, de Sophia, qu'enfin l'abcès en elle s'était rompu et se vidait à présent, goutte à goutte, et à chaque goutte, elle se sentait plus légère. Elle jeta la hache, poussa un profond soupir, soulagée. Jamais elle n'avait respiré auparavant. C'était sa toute première bouffée d'air. Ni peur, ni honte. Elle ne ressentait rien.
remit cette légèreté nouvelle de son corps tout entier, comme au sortir d'une longue fièvre. Par la suite, ce fut comme si les mains de Sophia pensaient et faisaient le nécessaire indépendamment d'elle. De son côté, elle se reposait, béate, n'ouvrant les yeux que de temps à autre. Elle recouvrait lentement la vue et considérait la scène avec étonnement. Les chaussures de Ganka, sa robe marron, sa chemise, aspergée d'alcool à brûler, flambaient déjà dans le poêle. Quant à son corps, nu, rose, frais, il gisait sur le plancher, face contre terre. Une mouche rampait dessus d'un air tranquille et assuré. Sophia l'avisa et la chassa. Les mains de Sophia, étrangères à elle, tranchèrent calmement, aisément, le corps en deux moitiés, sans quoi il eût été impossible de le transporter. Sophia, pendant ce temps, songeait aux pommes de terre restées sur le banc de la cuisine. Ganka les avait pas encore épluchées, il faudrait les faire bouillir pour le dîner. Elle se rendit à la cuisine, ferma la porte, mit le crochet et alluma le poêle. Quand elle revint dans la chambre, elle vit par terre la nouvelle toile cirée gris marbre, sortie de la commode et déchirée en deux morceaux. Sophia s'en étonna. Qui donc l'avait déchirée? Et pourquoi? Mais aussitôt cela lui revint. Elle en tapissa le fond d'un sac et y mit la moitié du corps rose. Sur ses mains sans cesse revenait se coller la mouche. Sophia avait beau la chasser, elle recommençait. À un moment, Sophia la vit de tout près. Ses pattes noires étaient très fines, comme du fil à coudre. Et puis, tout disparut. À nouveau, longtemps, il n'y eut plus que les mains de Sophia. Sophia elle-même n'était pas là. Soudain, elle s'aperçoit qu'elle se tient au bord d'un caniveau. Le sac pèse lourdement sur le dos de Sophia. Sous son manteau, elle tient à la main quelque chose, mais Sophia ignore quoi. La main se souvient à elle. Il s'agit d'une bêche. Et tout redevient simple. Sophia enjamba le caniveau, comme détachée d'elle-même. Sans bouger la tête, elle scruta les environs. Personne. Elle était seule dans le champ de Smolensk où la nuit tombait rapidement. Elle creusa un trou et y versa le contenu du sac. Quand l'obscurité fut complète, elle y revint, avec le sac à nouveau plein. Elle reboucha la fosse et rentra chez elle. De retour à la maison, Sophia lessiva le sol à la hâte, puis se lava dans le baquet de la cuisine et passa des vêtements tout propres, comme pour la fête après confesse. Le feu allumé par Ganka s'était consumé depuis longtemps, mais sur les braises dansaient encore les dernières flamèches bleues. Sophia jeta dessus le sac, la toile cirée et toutes les saletés qui y restaient. Le feu flamba vivement, tout brûla. À présent, la chambre était propre, et les saletés qui restaient en Sophia brûlèrent, elle aussi. En elle, tout se fit propre et calme. Elle s'assit sur le banc. Aussitôt se desserrèrent, se défirent tous les nœuds en elle. Et elle éprouva soudain une immense lassitude, telle qu'elle n'en avait encore jamais ressenti de sa vie. La tête au creux du bras, appuyée sur la table, elle sombra en quelques secondes dans un sommeil profond, heureux, total. Quand elle releva la tête, se dressait devant elle, les jambes enfoncées dans la terre, Trofim Ivanitch. Où est-elle? Il sentait le vin. De son corps émanait une chaleur lourde et intense. Où est Ganka? Oui. Où est-elle à présent? Songea Sophia, tout en répondant « Je ne sais pas ». Ah, tu ne sais pas. Il ne l'avait jamais battue, mais à ce moment-là, il semblait sur le point de le faire. Ils s'assirent pour dîner. Sophia était seule, elle le sentait bien.
Trofim ne la voyait pas, ce n'était pas elle qui le voyait. Après le repas, sans un mot, il approcha la lampe et prit le journal. Mais Sofia voyait bien qu'il lisait encore et toujours la même ligne. Toujours pas de trace de Ganka. Sofia fit le lit, s'avança vers la porte pour mettre le crochet. Déjà, elle tendait la main quand elle se figea. Trofim Ivanitch l'observait. « Eh ben, pourquoi tu t'arrêtes ?» demanda-t-il avec un petit ricanement saccadé. Oh, « Il sait tout !» songea Sofia. Arrachant lourdement ses jambes à la terre, il se dirigea vers Sofia. Sur son front palpitait une veine bleue gonflée comme la Neva. « Qu'est-ce que tu attends ?» s'exclama-t-il. Et tout se figea dans la pièce. « Ferme la porte ! Qu'elle passe la nuit où ça lui chante, avec qui ça lui chante, dans la rue, sous une palissade, avec les chiens. Ferme! Tu m'entends? Ferme! Comment? Mais comment? Bredouilla Sofia, qui n'en croyait pas ses oreilles. Comme ça! Trancha Trofim Ivanitch en se détournant. Sofia mit le crochet. Elle trembla encore longtemps sous la couverture, avant de se réchauffer enfin. Et elle se convainquit que Trofim Ivanitch ne pouvait pas savoir, qu'il ne savait rien. Elle revit les odieuses mèches claires sur ce front, qui disparurent aussitôt. Sofia se souvint qu'elle ne reviendrait plus jamais. Oh, grâce à Dieu, se dit-elle à part soi, avant de se reprendre. Comment ça, grâce à Dieu? Oh, Seigneur. Elle soupira, puis lentement sombra dans le sommeil comme dans une eau tiède et profonde. Quand elle en toucha le fond, elle entendit le bruit de pieds nus se déplaçant sur le plancher. Elle frémit et remonta immédiatement à la surface. Le plancher grinçait. Trofim Ivanitch se rendait discrètement quelque part. Elle comprit. Il était attiré là-bas. Peut-être allait-il saisir son oreiller, le presser contre lui ou simplement se tenir là devant la couche vide de Ganka. Les lattes grincèrent puis se turent. Trofim Ivanitch s'arrêta. Sofia entr'ouvrit un œil. Blême, il se tenait à mi-chemin entre son banc et le lit où était couchée Sofia. Et soudain, cela la transperça. Il ne se rendait pas dans la cuisine, mais auprès d'elle. Auprès d'elle. Une vague de chaleur l'inonda. Elle claquait des dents, elle plissa les yeux. Sofia, dit doucement Trofim Ivanitch. Puis il répéta plus doucement encore. Sofia. Elle reconnut cette voix particulière qu'il avait la nuit. Alors son cœur s'arracha à sa branche et tomba comme un oiseau, tournoyant dans une chute désordonnée. Trofim Ivanitch se pencha sur elle. Elle entendit sa respiration, toute proche. Il devait être en train de la regarder. Là-haut, à plus de 1000 verstes, là où se déchaînaient les nuages, on perçut faiblement le rire de Pelagéa. Une main brûlante et sèche se posa sur la jambe de Sofia. Elle ouvrit lentement la bouche, s'ouvrit entièrement à son mari, jusqu'au fond, pour la première fois de sa vie. Il l'étreignit comme s'il voulait se défouler sur elle de toute sa haine avide pour l'autre, l'étrangère. Sofia l'entendit grincer des dents, perçut de nouveau le rire assourdi de Pelagéa là-haut, et puis elle ne se souvint plus de rien. Au matin, il avait gelé. Les fenêtres étaient en sucre d'orge. Une tache bleu-jaune rampait sur le mur blanc. Sofia sortit dans la cour. Pendant la nuit, tout s'était calmé. Le matin était paisible et transparent. Pelagéa était dans la cour. Elle aborda Sofia. « Il paraît que votre Ganka a filé. Ah ben c'est bien la peine de les nourrir, celle-là. » Sofia darda sur elle ses yeux légers, francs, nés du matin même, en tâchant de se rappeler les événements de la veille, mais elle n'y parvint pas. Tout était très loin, ou, plus exactement, cela n'avait jamais eu lieu. Pelagéa lui raconta qu'avant de partir pour l'usine, Trofim Ivanitch était venu chez eux leur demander s'ils n'avaient pas vu Ganka. Sofia se mit à rire. « Pourquoi ris-tu ?»« Oh, comme ça, » répondit Sofia en regardant la fumée rose toute droite. En rentrant de l'usine, Trofim Ivanitch demanda simplement « Alors, elle n'est pas rentrée ?»
Sofia savait de qui il parlait et lui répondit posément « Non ». Trofim Ivanitch dîna et s'enfuit quelque part. Quand il rentra plus tard, il était sombre. Sans doute avait-il cherché, interrogé tout le monde, partout. Cette nuit-là, il revint auprès de Sofia, aussi taiseux, hargneux et avide que la veille. Le jour suivant, Trofim Ivanitch alla signaler la disparition de Ganka à la milice. On convoqua Sofia, Pelageya et son mari, ainsi que les voisins, et tous racontaient la même chose. Ganka fricotait avec des garçons, et pas des gens du port, mais qui venaient d'ailleurs, du côté de Saint-Pétersbourg. Pelageya se rappela avoir entendu Ganka déclarer qu'elle s'ennuyait ici, qu'elle allait partir. Quand ils rentrèrent à la maison, Sofia demanda à Trofim Ivanitch d'acheter une nouvelle hache. On avait dû leur voler l'ancienne, ou bien on l'avait égarée, et pas moyen de remettre la main dessus. Sofia ne pensait plus à Ganka. Trofim non plus ne disait plus un mot à son propos. Cependant, un malaise s'emparait de Sofia. Elle souffrit d'insomnie, une nuit, puis 2, puis 3. Un soir, alors que Sofia remplissait la lampe à pétrole avec l'entonnoir en fer blanc, Trofim Ivanitch lui cria « Regarde, mais regarde ce que tu fais, ça déborde !»« Ça déborde !» répéta confusément Sofia. Ses lèvres, toujours serrées, s'étaient entr'ouvertes comme la nuit. Elle regardait Trofim Ivanitch. Il crut qu'elle voulait ajouter autre chose. « Eh ben quoi ?» lui demanda-t-il. Sofia se détourna. « C'est à propos d'elle, c'est à propos de Ganka ?» Sofia ne répondit pas. En servant le dîner, elle laissa tomber une assiette de soupe aux choux. Trofim Ivanitch leva la tête, vit ses yeux changer. Il se trouva mal de la voir ainsi, ce n'était pas elle. Mais enfin, Sofia, qu'est-ce que tu as ? De nouveau, elle ne lui répondit pas. Cette nuit-là, il revint auprès d'elle. Il ne l'avait plus fait une seule fois depuis les 2 fameuses nuits. Il lui glissa de sa voix nocturne. « Sofia, dis-moi, je sais que tu as besoin de parler. » Alors elle n'y tint plus. Cela débordait. Ses larmes se mirent à jaillir. « Mais enfin, qu'y a-t-il ? Peu importe. Parle, parle !» Sofia déclara « Je vais avoir un enfant. » Ils étaient dans le noir. On n'y voyait rien. D'une main sèche et brûlante, Trofim Ivanitch lui caressa le visage comme pour le voir. Et sous ses doigts tremblants, il sentit les lèvres de Sofia, grandes ouvertes, qui souriaient. Il lui dit simplement oh, « Ma Sofia ». Il ne l'avait plus appelée ainsi depuis longtemps, près de 10 ans. Elle sourit largement, béatement, mais quand donc ? Lui demanda Trofim Ivanitch. C'était arrivé l'une des 2 nuits qui avaient suivi la disparition de Ganka. Tu te rappelles ? Là-haut, Pelageya et... moi je pensais alors que... à moi aussi comme à elle, mais... Non, je mangeais... Sur le moment, j'ai pensé à rien, c'est maintenant que j'ai encore du mal à y croire, puis... Non, j'y crois. Il divaguait, ses larmes coulaient, faciles, comme des nuages fondus sur la terre. Trofim Ivanitch posa avec délicatesse la main sur son ventre et la fit timidement glisser de bas en haut. Le ventre était rond, c'était la terre. Dans la terre, profondément enfouie, invisible à l'œil, se trouvait Ganka, et dans la terre, invisible à l'œil, des graines enfonçaient leurs blanches racines. La nuit passa, le jour revint, puis à nouveau le soir. Un jour, Trofim Ivanitch rentra à la maison plus tard que d'habitude. On m'a encore convoqué. Sofia comprit aussitôt où et pourquoi. Alors, s'enquit-elle. Ma foi, ils disent que l'affaire est classée, ils ne l'ont pas trouvée. Elle a dû se faire la belle avec un gars, qu'elle aille au diable, elle n'a pas intérêt à revenir. Le cœur de Sofia revint à lui. Ce n'était pas encore la fin. Et aussitôt, plus bas, frémit en elle comme un autre cœur, un deuxième. Elle poussa un cri, plaqua ses mains contre son ventre. Qu'as-tu ? L'enfant. Il bouge. Trofim Ivanitch secoua la tête, attrapa Sofia, la porta dans ses bras. Elle était légère, comme un oiseau. « Laisse !» dit-elle. « Tu sais, ma Sofia, rappelle-toi, si elle revenait à présent, je la... » On frappa à la porte. Et tous 2 firent volte-face. Sofia entendit Trofim Ivanitch penser presque à voix haute. « C'est Ganka !» Et la même pensée fulgurante la traversa. Elle savait que c'était impossible, et pourtant... « J'ouvre ?» demanda Trofim. « Ouvre !»
répondit Sofia d'une voix tout à fait blanche. Trofim Ivanitch ouvrit la porte et Pelageya entra, bruyante, large, toute dépénaillée. « Mais qu'as-tu? T'es toute pâle !» s'exclama-t-elle, avisant Sofia. « C'est qu'il faut manger davantage maintenant, mon petit papillon !» Sofia souriait à nouveau de tout son corps. Ganka était oubliée. La nuit, tandis qu'elle s'enfonçait dans les profondeurs du sommeil, pour on ne sait quelle raison, Ganka lui apparut subitement, comme si elle reposait quelque part sur ce fond nocturne. Elle revit des fragments épars, décousus, un morceau de toile cirée couleur marbre sur le plancher, une mouche rampant sur un dos rose, ses pattes bien nettes, fines et noires, comme du fil à coudre. Mais qui a fait une chose pareille? C'est elle, ouais, c'est-à-dire, c'est moi. Trofim Ivanitch se trouve à mes côtés et moi je vais avoir un enfant et c'est moi qui... Non, c'est pas moi. Oh Seigneur, faites que j'accouche bientôt. Elle cessa complètement de dormir la nuit. Par la fenêtre s'agitait sans arrêt une eau profonde et claire, et les mouches de l'été bourdonnaient sans trêve. Le matin, avant de partir à l'usine, Trofim Ivanitch raconta que la veille, le préposé au graissage avait été happé par un volant. Il avait tourbillonné longtemps, et quand on l'avait dégagé, il s'était palpé la tête en demandant « Où est mon chapeau ?» avant de tomber mort. Le double vitrage était retiré, et Sofia astiquait les vitres avec un chiffon en pensant à l'ouvrier, à la mort. Et il lui semblait que ce serait très simple. Comme le lever du soleil, la tombée de la nuit, puis le retour du jour. Elle se percha sur le banc pour essuyer le haut de la vitre, et là, le volant la happa. Elle lâcha son chiffon et cria. L'entendant, Pelageya accourut. Ça, Sofia se le rappelait. Puis plus rien. Tout tournoyait, tout filait. Elle criait. À un moment, pour une raison ou une autre, elle entendit distinctement la sonnerie du tramway au loin et les voix des enfants dans la cour. Puis, tout se figea d'un coup. Le silence s'installa, tel un étang, et Sofia sentit que son sang s'écoulait hors d'elle. Là, c'est fini, dit Pelageya. Non, c'était pas fini. Mais c'était une question de minutes à présent. Sofia le savait, il fallait faire vite, très vite, vite, cria-t-elle. Quoi, vite? Demanda la voix de Pelageya. Montre-la-moi, ma fille. Et comment sais-tu qu'il s'agit d'une fille? Il lui montra le morceau de chair rouge, vivant, qui s'était déchiré de Sofia. Des doigts minuscules remuaient sur les pieds relevés vers le ventre. Sofia la fixa encore. Eh bien, prends-la. Elle coucha l'enfant sur le lit auprès de Sofia et s'enfuit dans la cuisine. Sofia défit son corsage et posa l'enfant contre son sein. Elle savait que cela ne se faisait que le 2e jour, mais elle ne pouvait pas attendre. Il fallait faire vite, très vite. L'enfant se mit à téter à l'aveuglette, maladroitement en s'étranglant. Sofia sentit couler hors d'elle les larmes chaudes, le lait chaud, le sang chaud. Elle s'ouvrait, se vidait de ses sucs, étendue, chaude, béate, moite, reposée comme la terre. C'était pour cette minute-là qu'elle avait vécu toute sa vie. C'était pour cette minute-là tout ce qu'il s'était passé. Plus tard, Sofia somnola. Il faisait très chaud sous la couverture. La lampe brûlait tant qu'elle appela Pelageya qui sommeillait assise à côté du lit. La lampe, articula à grand-peine Sofia, la langue comme une moufle. Tu veux que j'éteigne? Alors Sofia s'éveilla pour de bon et lui dit que ça la brûlait dans le ventre à l'intérieur. À l'aube, Trofim Ivanitch courut chercher la doctoresse. Voyons, bien, très bien. Et là, ça vous fait mal? Bien. Puis la doctoresse tourna gaiement son nez retroussé vers Trofim Ivanitch. Il faut vite la conduire à l'hôpital. Pendant un moment, il n'y eut plus rien. Puis la lampe reparut, en hauteur à présent, sous un plafond blanc.
Sophia vit des murs blancs, des femmes blanches dans des lits. Et sur ce fond blanc, tout près d'elle, rampait une mouche aux pattes fines et noires, comme du fil à coudre. Entra alors Ganka avec son sac de petits bois. Elle s'accroupit par terre, les genoux largement écartés, et décocha à Sophia un regard et un sourire en coin, tout en secouant sur son front sa frange claire. Le cœur de Sophia s'emballa. Elle la frappa avec la hache, et elle ouvrit les yeux. Au-dessus d'elle se penchait un nez retroussé, chaussé d'un lorgnon, et des lèvres épaisses qui disaient vivement « Bien, 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 bon, dit la doctoresse, le mari est là, qu'il vienne. Vite, vite, s'écria Sophia. Elle avait compris que c'était la fin, qu'elle allait mourir, et elle se dépêchait de toutes ses forces. C'est l'inondation, demanda Sophia, les yeux écarquillés. Là, là, restez tranquille, dit la doctoresse. Le canon tonnait, le vent grondait dans ses oreilles. L'eau montait toujours plus haut, elle allait déferler, tout emporter. Il fallait faire vite, il fallait faire très vite. La douleur familière de la veille la déchirait en deux. Je vais accoucher, vite, je vais accoucher. Ganka était accroupie près du poêle, la tête entre les jambes. Trofim Ivanic s'en approcha et la cacha. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Elle bondit et à genoux sur le lit lança à Trofim Ivanic. Si, c'est moi, c'est moi. Elle allumait le poêle. Je l'ai frappée avec la hache. Elle perd la tête. Elle sait pas ce qu'elle dit, commença Trofim Ivanic. Mais tais-toi, lui hurla Sophia. Il se tue. Des vagues gigantesques jaillissaient d'elle et l'engloutissaient. Les engloutissait tous. Tout se calma instantanément. Il ne restait plus que des yeux. Je l'ai tuée, dit Sophia d'un ton lourd et déterminé. Je l'ai frappée avec la hache. Elle vivait chez nous. Elle vivait chez lui. Je l'ai tuée parce que je voulais avoir Je sais ce que je dis. Après, j'ai jeté la hache sous le poêle. Et elle y est encore. Sophia comprit qu'on la croyait. Lentement, comme un oiseau, elle s'effondra sur le lit. Maintenant, tout allait bien. Tout n'était que béatitude. Elle était finie. Elle s'était vidée tout entière. Le premier à se ressaisir fut Trofim Ivanic. Il se rua vers Sophia, empoignant le dossier du lit pour la retenir, pour qu'elle ne s'enfuit pas. « Elle est morte !» La doctoresse prit la main de Sophia, la tint un moment dans la sienne, puis annonça gaiement « Elle dort !» Le soir, la blancheur se teinta de vert, comme une eau calme, et le ciel devant ses yeux était de la même couleur. La doctoresse sortit un cornet et écouta son cœur. Ses battements étaient calmes, réguliers, comme sa respiration. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. La doctoresse réfléchit une seconde. C'est qu'elle va s'en tirer, vrai. Elle va s'en tirer. Sophia dormait. Le souffle régulier, silencieux. Béat, les lèvres largement ouvertes.
de Yevgeny Zamyatin. Lu par Marie-Sophie Ferdan. Création musicale Guillaume Bachelet et Maxence Van de Velt. Conseillère littéraire Caroline Loisana. Enregistrement, montage et mixage Claude Niort, Antoine Espel. Assistante à la réalisation Sophie Pierre. Réalisation Christophe Auquet. L'inondation de Yevgeny Zamyatin, traduit par Marion Roman, est publié aux éditions Sillage. Vous écoutez France Culture, c'était La Fiction, une lecture enregistrée en direct, à retrouver sur l'application Radio France et franceculture.fr.